Dans la vie de tous les jours, nous raisonnons en secondes, en minutes, en jours, en années. Quand nous parlons de l'histoire, nous faisons appel à une unité d'ordre supérieur, le siècle. Si nous nous tournons vers la préhistoire, il nous faudra parler de millénaires, de dizaines, de centaines et de millions de millénaires. Directeur du Musée national de la préhistoire à Saint-Germain-en-Laye, directeur général des musées nationaux de la préhistoire, Henri Delporte, a eu cette pensée. Il dirigea les dernières fouilles de Brasempouille. Abel, Tournaille, Aurorien et plus tard Lucie sont des hominidés qui vivaient en Afrique il y a des millions d'années. Ils avaient en commun ce que l'on appelle la bipédie. Ils n'étaient pas nos ancêtres, ils étaient seulement nos cousins éloignés. Notre origine a émergé de plusieurs lignées foisonnantes et même buissonnantes. De l'image que l'on voit de cette femme tenant son enfant tout en cueillant un fruit sur l'arbre découlent nos origines. Elle était Homo habilis. Elle dépendait de nos ancêtres directs il y a 2 500 000 ans. Elle mangeait de tout, des racines, des rongeurs et tout ce qu'elle pouvait tuer à coups de pierre. Mais elle était aussi charognarde. Elle mangeait aussi les restes d'animaux tués par d'autres animaux prédateurs. Elle cassait des pierres ou des silex pour les utiliser avec leurs tranchants. Et elle cassait par exemple des os pour en manger la moelle. Sur le dessin qui reconstitue un morceau de vie de l'Homo habilis, on voit un chasseur utiliser une pierre pour casser un os. Homo habilis ne parle pas. Il grogne et il met quelques grognements. Le temps est long et la nature change, et l'homme aussi. Homo erectus succède à Homo habilis entre 1 800 000 d'années, 1 800 000 années, et jusqu'à 900 000 années. Il a la bougeotte, il mesure 1,60 m, il pèse 70 kg. Jusqu'à présent, l'homme s'était contenté de vivre sur le continent africain. Malgré sa peau noire, Homo erectus va partir en Europe. Cette photographie de la carrière de Saint-Achel, à Amiens, a été prise en 1859. On voit un ouvrier qui indique la position d'un biface dans une coupe. Boucher de Perthes, qui a pris la photo, qui a été un des premiers préhistoriens éclairés et qui a fouillé ce site, a été l'un des plus ardents fondateurs de la préhistoire. Il a démontré que l'étude de la stratigraphie, c'est-à-dire la succession des strates qui forment le sol, peut être un outil efficace de datation des objets découverts lors de fouilles systématiques. Ici, on peut voir entre le sol et le biface le nombre de mètres qu'il y a. Ces bifaces sont taillés directement avec une frappe directe à l'aide d'un percuteur dur. Les outils peuvent peser 1 kg. Les éclats pouvaient être utilisés comme racloir ou grattoir. On peut voir sur la carte IGN, à côté de l'entrée de cette salle, les endroits où l'on a récupéré tous ces outils qui sont dans la vitrine numéro 1, à Aussarieux, à Serrelousse, à Doisite et à Genmont. Nous avons récolté ce mobilier pour l'acheter en moyen où les outils sont plus petits.
Ici, nous avons un outil, c'est un nucleus à lame moustérien de tradition acheuléenne. Mais c'est un outil le dessin, il vient de Dordogne, hein, et on a, nous, le même type d'outil, nous en Chalosse, on a des quantités, on en trouve donc chez nous en Chalosse. Là, on voit pour 1 kg de silex brut, pour 1 kg. L'abbevillien obtient 10 cm de tranchant utile, il fait un outil. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des outils acheuléens et abbevillien qui pesaient 1 kg. Et il fait un seul outil. Ensuite, un peu plus longtemps, quand les jantes ont évolué, l'acheléen obtient, le moyen obtient deux bifaces. Et le moustérien, qui est lui un homo sapiens, qui est encore plus compétent, avec 1 kg de silex, il va obtenir 2 mètres de tranchant. Et plus tard encore, les outils encore sont de plus en plus petits et performants. Avec 1 kg de silex, eh bien, avec les diverses techniques que les hommes préhistoriques ont améliorées, ils vont avoir peut-être 20 mètres de tranchant. Voici le type de silex que nous avons collecté, qui est encore, on le voit sur cette jolie image, on voit le cortex, c'est la croûte qu'il a sur le talon qui est rond. On voit que les enlèvements ont été latéraux et qu'il y a eu plusieurs enlèvements pour fabriquer cet outil. Et là, on voit que l'homme a amélioré sa technique et il a un silex petit, mais aussi performant et plus performant que celui que l'on a vu avant. Ensuite, ce silex a été trouvé à côté de ma maison, sur la route de la Crabe, voilà. Et c'est un cordéiforme, il a une forme de cœur, et c'est un travail très beau aussi, très bien fait. Et il n'y avait que 2 silex comme ça, aussi bien taillés, dans les Landes. Et ça aussi, c'est un petit silex avec toujours le cortex, qu'on appelle la croûte, le cortex là, et qui va servir à tout faire. C'est le couteau de poche de l'homo là maintenant sapiens. Donc avec ça, il coupe, il gratte, il débite, il rogne, il fait tout ce qu'il peut faire. Voilà. Ici, on nous montre un homo sapiens, comment il étend la peau après avoir pelé l'animal. Ils mettent la peau par terre et à l'aide de racloirs et de grattoirs, ils arrivent à racler les peaux, enlever le poil et c'est avec ça qu'ils vont se faire des habits. Ils sont capables de se faire des bottes, des pantalons, des vestes quand il fait très froid et des bonnets. Voilà. Le racloir moustérien correspond à l'homme de Néandertal et aussi à l'homme de l'Homo sapiens. Le néandertalien était étalé et fixait les peaux, comme on voit, et les nettoyait et faisait sécher. Et se confectionnait des vêtements, donc comme on a dit, pour de longues périodes de froid, parce qu'il subissait à certains moments des glaciations. Il faisait très très froid, et il y avait la banquise du pôle Nord qui descendait jusqu'en Belgique. La vie des hommes préhistoriques, cela peut être une femme de Néandertal ou des Homo sapiens, puisqu'ils ont existé pendant assez longtemps en Europe, en Asie et aussi en Sibérie et en France. Donc, voilà. Donc ils se sont côtoyés, ils ont vécu ensemble. Et là, on voit comment la peau étalée, on découpe une lanière pour attacher les choses, pour faire
ceinture, je ne sais pas, ou quoi que ce soit. Là, on en voit un autre qui débite une bête, avec sa lame de silex. Là, sur le côté, on voit les femmes là, qui nettoient des boyaux, parce que l'homme va inventer une des grandes inventions de la préhistoire. Ce qui paraît curieux, c'est pas bien grand, mais c'est l'aiguille à noces. L'aiguille avec un chat. Ils peuvent coudre, percer avec des petits outils, ce sont des perçoirs. Ils peuvent trouer les peaux et coudre en se servant comme fil les boyaux séchés et découpés. Les boyaux c'est très résistant, des petits animaux, tout ça, tout ce qu'ils pouvaient avoir. Et là, donc, pour fabriquer des habits, pour prévenir contre le froid, se munir de peau, de chaleur. Les peaux, on le voit servir aussi pour les cabanes comme abri, et voilà. Et donc là, on voit que la grosse invention de la préhistoire a été l'aiguille de chat. Ici, on voit les diverses façons de faire le feu. Voilà. Alors, soit par frottement, sur du bois, avec un arc, on enroule un morceau de bois dur sur l'arc, la corde de l'arc. Là, il y a un morceau de bois tendre et le petit bâton est en bois dur. Et on va frotter et mettre un peu de paille ou d'amadou, si on peut. C'est des champignons qui poussent contre les arbres, que l'on fait sécher. On les met à côté du trou où est enfoncé le petit bâton. Et là, ça chauffe, jusqu'à ce que l'amadou commence à brûler, et il prend feu, et voilà. Autrement, la technique aussi avec frottement contre deux pierres, c'est la technique qui fait des étincelles. Mais si c'est deux silex qu'on frotte, on ne peut pas avoir du feu parce que les étincelles sont froides. Alors il faut une pierre de silex et une pyrite. Les pyrites, ce sont des pierres qui contiennent du métal et ça fait des étincelles chaudes. Alors là, c'est pareil, on prend un peu d'herbe sèche, un truc comme ça, et puis là, on envoie des étincelles jusqu'à ce qu'il y en ait une qui prenne, on souffle, on met de la paille, parce qu'au préalable, on a préparé tout ça, on met un peu de paille, on met des bois morts, et puis le feu est là. Et là, c'est d'autres techniques africaines et mexicaines pour faire du feu. Mais la plus répandue, c'est celle d'en bas, à droite, où les Africains font comme par frottement, comme l'autre avec son arc, en haut. Et là, si vous voulez, on a mis les petites herbes sèches, et là, il va frotter jusqu'à ce ça chauffe suffisamment pour faire brûler. Et il va prendre le tout, et il va souffler, mettre de la paille, et ensuite il mettra des brindilles, et ensuite le feu sera allumé. Et on maîtrise le feu, quoi. Et ça, c'est arrivé, à peu près vers, on ne sait pas trop exactement, mais c'est arrivé vers 500 000 ans, quoi. Voilà. Et là, si le feu servait à cuire la nourriture, elle était plus digeste, tout ça, mais surtout aussi pour se chauffer parce qu'il y avait des périodes glaciaires et il faisait très très froid, et surtout aussi pour faire fuir les animaux. Ils faisaient du feu devant leur hutte, devant leur tente, pour éloigner les animaux. Voilà. Ici, l'image nous donne un campement magdalénien. Et on peut voir donc à cette époque-là, les hommes préhistoriques vivaient dans des espèces de tipis comme les Indiens. Ils n'étaient pas nombreux en groupe, ils étaient peut-être 25, 30, guère plus. Alors on voit les activités, on gratte des pots, on taille du silex, on joue de la flûte, il y a un feu, un vieux devant le feu, et d'autres qui reviennent de la chasse. Donc voilà, ils revenaient de la chasse, et alors ils allaient chasser souvent au bord des rivières, parce qu'ils savaient que les troupeaux, à quel moment, par exemple si c'était des rennes, ou si c'était des troupeaux de gazelles ou quoi que ce soit, ils savaient à quel moment elles passaient, et c'était beaucoup plus facile pour eux
de les chasser. Alors, à ce moment-là, ils chassaient avec des arcs, ils chassaient avec des lances, des saguets, ils chassaient avec des propulseurs, ils chassaient avec des bolas. Ça dépendait des animaux qu'ils chassaient à cette époque-là. Là, plus tard, maintenant, on va revenir, et là, Néandertal, vers 300 000 ans à 32 000 ans. Voilà la séquence de l'homme de Néandertal. Alors, il s'est mélangé un peu avec les Homo sapiens. Et puisque nous tous ici, en ce moment, on est des Homo sapiens, et on a 4% de gènes d'hommes néandertaliens. Donc c'est la preuve qu'ils ont disparu, mais parce qu'ils ont été absorbés absorbés, ils ont métissé, ils se sont métissés. Hein, voilà la disparition des hommes de Néandertal. Alors ça s'appelle Néandertal parce qu'on a trouvé le premier crâne en Allemagne, à côté du Düsseldorf. Voilà. Alors là, on voit l'homme de Néandertal, donc il revient de la chasse, et puis de l'autre côté, le Cro-Magnon vers 50 000 à 12 000 ans, donc c'est un sapien, lui, l'homme de Cro-Magnon, et il commence à dessiner. Alors c'est au Portugal qu'on trouve beaucoup de dessins comme ça dans la montagne, à l'extérieur. Voilà. Ensuite, ici, il sculptait l'ivoire aussi. Alors, il y avait la première est autrichienne, l'autre, elle est d'Aquitaine, la dame de Brasempouille et la dame de l'Espugue qui est de la Haute-Garonne. Voilà. Alors, c'est la dame de Brasempouille et ses copines. Et c'est elle la plus ancienne visage humain. C'est le visage humain le plus ancien au monde. La dame autrichienne, là, de Willendorf, elle n'a pas de visage, si vous voulez. Elle a un joli chapeau, enfin, je ne sais pas quoi, mais elle n'a pas. Là, elle a une corne, elle tient une corne, celle-ci. Et celle-ci, c'est la dame de l'Espugue, trouvée dans le Lot-et-Garonne. Et voilà la plus belle, donc, la dame de Brasempouille. Alors, on voit qu'elle a une fente sur le visage. C'est très fragile. Et l'original était au musée de Saint-Germain-en-Laye. Elle est comment dire, dans une espèce de coffre en plomb où la chaleur ni l'hydrométrie est constante. Et là, elle est préservée. On ne peut pas la voir, sauf exceptionnellement, quand on a de la chance, qu'on est bien vu. Mais je crois que les gens de Brasempouille vont pouvoir aller la voir là bientôt, l'original, et qu'on ne pourra pas être 19, pas plus de 19 dans la pièce. Voilà. Mais il faut rappeler, donc, c'est la plus belle représentation et la plus ancienne au monde d'un visage humain. Jusqu'alors. Ici, on a mis cette photo parce que c'est en 1940. On est en 1940 et là on voit sur la gauche l'instituteur, voilà, et les deux jeunes qui ont découvert la grotte, si vous voulez. Il y avait le trou, le chien était tombé, leur chien dehors d'une balade était tombé dans le trou. Ils ont voulu aller la récupérer et là, ils sont allés récupérer le chien, mais ils ont trouvé la grotte, ils ont insisté. Alors, ils ont trouvé, c'était merveilleux ce qu'ils ont trouvé dans la grotte. Et là, c'est l'instituteur, et là, c'est l'abbé Breuil, qui est un grand préhistorien, un des plus grands préhistoriens du début du XXe siècle. Voilà. Et là, c'est l'intérieur de la grotte de Lascaux. Donc, on voit la façon dont il travaillait, comment il se servait d'échelle, comment il pilait les ocres, le charbon, le bois ou les oxydes qu'il trouvait. Là, il préparait tout ça. Là, ils avaient des torches en bois résineux pour éclairer. Et il faisait les peintures et toujours des animaux. Et c'est magnifique. C'est vraiment
on a retrouvé depuis la grotte de Lascaux, on a trouvé la grotte Chauvet qui est très 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 belle et plus ancienne. Parce que cette grotte date de 20 000 ans à peu près, même pas 18 000 ans, on dira. Voilà, 18 000 ans avant notre ère. Et puis, alors que la grotte Chauvet, c'est 40 000 ans. Elle est très ancienne. Donc, l'homo sapiens, dans les homo sapiens, il y avait vraiment de grands artistes. Et là, ils soufflaient, ils mettaient de l'ocre dans le petit tuyau, là, ils mettaient leurs mains et ils soufflaient pour imprégner, laisser la trace de leurs mains. Alors, pourquoi, qu'on voit en bas, pourquoi, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait toujours, c'est que il y a une faille, il y a un creux. Et il y avait des rites liés à la mère terre, quoi, parce que la terre les nourrissait des animaux, et pour eux c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ils l'adoraient. Voilà, alors là, un autre dessin, c'est pareil, c'est un Lascaux, taureau, cheval, auroch, bison, enfin. Et là, c'est incroyable, c'est très beau, la perspective, tout ça. Enfin, c'était vraiment de vrais artistes qui ont peint il y a très, très, très longtemps. Voilà. Et ce taureau est magnifique, avec succession d'animaux. Vous voyez, la perspective, il l'avait. Enfin, il avait tout. C'était magnifique. Alors ici, nous avons les gens de Prasempouille. En bas, sur la photo à gauche, c'est François Bon. À l'époque, il était étudiant et maintenant, il est directeur à Jérusalem de l'Institut préhistorique français. Il dirige les fouilles qui se trouvent là-bas. Et les autres, là, on voit un microscope, ils viennent étudier dans les silex, non silex, ils vont étudier. Ce sont des chercheurs de l'université de Vitoria, et là ils vont comparer leurs silex et les nôtres, et on s'est rendu compte que là il y avait échange, il y avait des silex qui venaient de chez eux, chez nous, et chez eux il y avait des silex qui venaient de chez nous. Voilà François Bon, donc un grand préhistorien. Voilà, et là c'est la diaspora. Alors ça c'est la diaspora comment dire, la migration de l'homme, de l'Homo erectus, qui est parti d'Afrique avec sa peau noire et qui a couvert toute l'Europe. À droite, à gauche, par le Danube, il est remonté là et jusqu'en Asie, jusqu'en Sibérie. Mais l'Homo, il n'est pas allé encore en Australie, ce n'est ni en Amérique. Et on va voir la photo suivante. Et là, les Amériques, ils sont passés par le détroit de Bering, depuis la Sibérie, et ils sont venus en Alaska, et ils ont descendu le continent, ils ont longé les bords de mer et tout ça, et ça s'est passé, ça a commencé, cette migration, vers l'époque solutréenne. C'est l'époque où on trouve de si beaux outils, et vous en verrez dans la vitrine numéro 4 qui viennent de Montaut, c'est les pointes solutréennes de Montaut, c'est de l'orfèvrerie qu'ils ont fait au niveau outils, et c'est là où ils ont conquis l'Amérique. Alors là, j'ai mis un laboureur et un appareil, un disque, les disques on appelle ça, c'est pour dire que le laboureur, il soulève la terre et il soulève les silex. Voilà, il les soulève. Mais les appareils qui passent après, les disques, en tournant, les cassent. Donc on s'est vite dépêché, tant qu'on a pu, dans la zone, de préserver et de récupérer tous ces outils qu'on voit là, parce que là, ils sont en 1000 morceaux. Voilà, et ici c'est un tumulus qui se trouve sur la zone d'Agès, à Gémeaux, enfin à la limite d'Agès-Montségur.
C'est un tumulus où il y avait une allée d'allées sous la terre, c'était un grand tas de terre, et dessous il y avait des grosses pierres, il y en avait une qui était tombée, et où il y avait une sépulture, si vous voulez. À ce moment-là, ça se passait il y a 5000 ans, et à ce moment-là, c'était une civilisation nomade, et à ce moment-là, on incinérait les morts. Alors il y avait une urne avec la cendre, et là, pour vous dire qu'il y a un moment, ça c'est Cécile, c'est ma fille, et bien aujourd'hui elle a 40 ans. Voilà, et ça a été fait à ce moment-là. Donc il y a un bon petit moment. Et ce décor, c'est du campaniforme. C'est typique à la période campaniforme, ça c'est clair. Et donc c'est très intéressant parce que les campaniformes, il y en avait à Bretagne, jusqu'alors on en avait trouvé d'autres asturies, mais on n'en avait pas trouvé entre les deux. Et bien c'est à Génemaux qu'on a trouvé le lien, on dira. Et ça, c'est une photo aérienne, parce qu'après nous nous sommes fortement intéressés à la photo aérienne avec François-Didier Jean, un ami qui est prof et qui était au CNRS et qui est prof d'histoire géo, et qui pilotait. Et là, on voit les traces de tumulus. Il y en a 7. On les voit parce que si on va sur le champ, on voit rien. Et ils ont été arasés. Mais on voit les emplacements encore. Tout ça, ce sont des sépultures de l'âge du premier fer. Et là, c'est la mare à l'endroit où ils ont pris la terre pour faire les bosses, pour couvrir ces tumulus. Voilà.